Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quand la beauté nous rapproche de Dieu. Nous étions il y a quelque temps dans l'église collégiale de La Rochefoucauld. Eh bien, nous continuons ce périple dans La Rochefoucauld pour aller au couvent des Carmes. Donc nous avons pris la rue des Halles et nous sommes devant l'entrée du couvent des Carmes. Et je suis avec le père Laurent Morin, qui va nous guider lors de cette visite, qui va nous emmener même au-delà de La Rochefoucauld, notamment à partir du dernier fascicule de ces ouvrages de rando Charente-Périgord, 16 balades. Bonjour à vous, à pied ou à vélo. Bonjour à vous, père Laurent Morin. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Oui, dans cette émission aujourd'hui, on va s'inspirer, si vous voulez bien, du premier parcours des 16 qui sont présentés dans ce petit ouvrage pour justement aller à la rencontre de ces visites d'église et de ces lieux qui nous parlent de la beauté, qui nous parlent aussi du divin. Bien, alors, puisque nous parlons du divin, parlons de ce couvent des Carmes de La Rochefoucauld qui est devenu il y a quelque temps, notamment dans l'église, la salle des Carmes, qui est une salle de spectacle entre autres, mais liée à la culture. Et lorsque j'ai pu être dans cette association des Carmes, j'aimais à dire que lorsque Guy de La Rochefoucauld a fait venir des moines pour l'instruction ici, mais ça vous allez nous en parler, eh bien aujourd'hui c'était la culture qui était au cœur de cet endroit et qu'on ne trahissait pas trop l'idée première de faire passer de l'enseignement par des méthodes. Et ça a été également un endroit, lorsque les protestants sont arrivés ici et ont chassé les moines Carmes, ils y ont fait une école de rhétorique, entre autres, très importante, avec une grande réputation. Voilà, enfin, c'est pas moi l'historien, c'est vous, père Laurent Morin. Mais vous avez déjà dit l'essentiel. Ce lieu a toujours été un lieu donc de culture. Et effectivement, 1326, c'est l'année de création de ce couvent des Carmes. Alors les Carmes, à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, puisque nous sommes là au XIVe siècle, c'est l'époque où les ordres mendiants se diffusent. Alors les ordres mendiants, ce sont des ordres qui refusent un petit peu les structures temporelles de l'Église et des monastères du Moyen-Âge. Ce sont les franciscains, les dominicains et les Carmes. Et en Charente, nous avons des vestiges encore de ces couvents de Carmes, de dominicains et de franciscains, que ce soit à Angoulême, que ce soit ici, donc à La Rochefoucauld, où nous avons donc la chance d'avoir encore ces beaux bâtiments. Regardez ce mur, et notamment sa partie supérieure, avec effectivement une sorte de rosace trilobée, ce qui est très original. C'est pas vraiment la totalité de la rosace, c'est la structure de la rosace, mais à 3 côtés. Et cela nous donne un petit peu cet esprit un peu d'innovation du début du XIVe siècle, époque de construction de ce bâtiment, de cette église, transformée donc aujourd'hui en salle culturelle, et surtout du très beau cloître de ce début XIVe siècle, de ces années 1320, juste à côté, qui est toujours visible dans son intégralité. Il faut aller le voir. Alors on y va, père Laurent Morin. Qu'est-ce qui a pu prévaloir pour qu'un seigneur, en l'occurrence Guy de La Rochefoucauld, fasse venir des moines? Est-ce qu'on voulait à cette époque que la population, ou peut-être certains bourgeois, aient une instruction? Il fallait des enseignants? Oui, et c'est l'époque aussi où il y a un nombre de prêtres, de clercs dans l'Église catholique assez abondant, voire pléthorique. Ici, il faut s'imaginer que dans cette petite ville de La Rochefoucauld, au milieu du XIVe siècle, 23 carmes viennent s'installer. 23 religieux. C'est très important pour un village comme celui-ci, en plus de la paroisse. C'est totalement distinct de la paroisse et de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption Saint-Cybard. Donc ici, dans ce cloître, c'est un lieu d'instruction. C'est ça, pour éduquer une bourgeoisie, pour éduquer aussi, peut-être aussi des futurs clercs. Et les Carmes vont installer ici une école de philosophie et de théologie qui va être très prospère, très brillante, notamment, on va dire, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser passer la guerre de 100 ans. Les bâtiments sont juste terminés. Il faut bien se dire que les bâtiments sont à peine terminés que la guerre de 100 ans éclate.
Et pendant 100 ans, donc, cette espèce de volonté d'installer ici des religieux pour l'éducation ne va pas fonctionner à cause de la guerre. Il faudra attendre donc le milieu du XVe siècle pour voir un siècle de prospérité, milieu XVe, milieu XVIe, où les carmes pourront jouer vraiment ce rôle d'éducation au profit donc de la population. Et puis les guerres de religion. Et là, renversement de situation, qui est-ce qui va enseigner? Eh bien, ce ne sont plus les carmes qui seront chassés, mais ça va être les protestants, puisque la ville va devenir protestante, et ce couvent des carmes, aux mains des protestants, va devenir, pendant plus de 2 siècles, une belle école aussi de philosophie, d'instruction, certes pour les calvinistes, mais aussi pour la population. Bien. Et ensuite, lorsque il y a la révocation de l'édit de Nantes, les moines reviennent. C'est ça. Donc il faut attendre cette fois-ci la fin du XVIIe siècle, 1685. Et là, sous Louis XIV, il y a le retour des catholiques, le retour donc des carmes jusqu'à la Révolution française. Oui, ensuite de la Révolution française, ça a été une prison, un hôpital et puis un collège, jusqu'à la construction dans les années 60 du nouveau collège à La Rochefoucauld. Les gens venaient ici, donc toujours finalement un lieu d'instruction. Et puis il y a aussi aujourd'hui, même si la chapelle a été restaurée entièrement, en conservant quand même son âme, j'allais dire, de chapelle pour devenir une salle de spectacle vivant, eh bien tous les bâtiments autour sont à restaurer. Mais j'aimerais que vous nous parliez du cloître, de cette architecture, si à la fois aérienne. Et c'est vrai que lorsqu'on passe la porte qui nous permet d'entrer dans ce cloître, on change de monde. Expliquez-nous ce monde du couvent, puisque c'est d'ailleurs, je crois, le seul entier qui reste. On a aussi Chalais, je crois, mais qui est plus récent, qui est un cloître entièrement conservé. C'est ça, en Charente, c'est le seul cloître médiéval, puisque là nous sommes donc dans la première moitié du XIVe siècle, lorsqu'il est construit, le seul cloître médiéval qui est encore visible dans son intégralité. Et ce sont des colonnettes qui portent, on parlait tout à l'heure de fenêtres trilobées, qui portent en fait ces ouvertures ogivées trilobées au sommet, qui ouvrent un peu sur le ciel, et qui donne un aspect un peu léger, un peu aérien à la construction, avec un carré qui est pas régulier, qui est un peu, un Charente de Gingouin, et qui donne sur ces bâtiments qui ont été remaniés, avec à l'intérieur de très belles pièces du XVIIe siècle, un très bel escalier XVIIe siècle. Et on retrouve la salle du chapitre aussi, qui sert souvent de salle d'exposition au cours des circonstances dans l'année, à l'occasion de rencontres, de festivals ou autres. Et il y a un équilibre, une sérénité dans ce lieu qui est vaste. Souvent, on a des cloîtres assez resserrés, assez étroits. Et là, c'est un cloître ouvert, certes aujourd'hui ouvert aux visiteurs, aux touristes, mais aussi ouvert à une certaine lien entre le ciel, la construction et la terre. Au centre, la terre. Entre les deux, des 4 côtés, les constructions humaines, et au sommet, ce ciel, parfois bleu, parfois gris, parfois ensoleillé. Et c'est toute la création et l'œuvre de l'homme qui est résumée dans cet espace. C'est l'idée du cloître, le lien ciel-terre. Absolument. Avec la main de l'homme comme participant d'une façon spécifique à la création divine. Alors aujourd'hui, quand on vient visiter ce cloître, alors il y a certes des projets, mais qui ne sont pas encore aboutis, mais c'est quand même un lieu où on peut déambuler, qui est ouvert aux tout venants. Il y a des gens qui promènent des chiens, il peut y avoir aussi un peu des SDF, mais on peut malgré tout y ressentir quelque chose et être dans un temps presque de méditation. Oui, c'est le lieu, il ne faut pas oublier, le cloître, c'est un lieu de promenade pour réfléchir, pour prier, que ce soit pour les moines ou pour les simples mortels. Alors, dans cette balade Père Laurent Morin, on passe à La Rochefoucauld et ensuite on va où ?
Eh bien, je vous propose de nous rendre sur ce que l'on appelle les terres rouges à Marillac. Alors pourquoi les terres rouges? Parce que tout le monde n'est pas du coin, comme on pourrait dire. Eh bien là, le sol calcaire, donc le sol blanc, laisse sa place à une espèce de sable rouge qui est lié à une décomposition de l'argile dans les temps géologiques anciens et qui a donné non seulement un sol de couleur rouge, mais aussi les constructions qui vont utiliser la terre du lieu vont aussi avoir des liens, des ciments de ton rouge qui donnent aussi une tonalité aux églises, aux bâtiments toute particulière. Et aux Tuileries, évidemment, jusqu'en terre de Haute-Charente, jusqu'à Roumazières. Alors rendons-nous maintenant à Marillac-le-Franc. Alors pour la suite de Quand la beauté nous parle de Dieu, nous nous retrouvons avec le guide Charente-Périgourdienne Rando du Père Laurent Morin. Parlez-nous de Marillac-le-Franc. Ah, c'est un lieu d'abord de la préhistoire charentaise, puisqu'on y a trouvé des vestiges dans un avenne, c'est-à-dire dans une excavation, des vestiges donc préhistoriques, ça remonte déjà il y a plusieurs décennies, et notamment donc la reconstitution d'un homme de l'époque néandertale, qui est bien connu sous le nom justement de l'homme de Marillac, dont la statue le représente d'ailleurs sur la place de l'église. Alors, place de l'église, alors là nous sommes au chevet de l'église, on est en train de faire le tour de cette petite église romane avec de jolis modillons sculptés autour du chœur. Nous sommes à l'extérieur. Alors maintenant on va se recentrer sur ce monument roman, Père Laurent Morin. Oui, alors dans ce monument, le XIe et le XIIe siècle se conjuguent. Ici, nous sommes effectivement, comme vous le disiez à l'instant, devant l'abside romane du XIIe siècle, avec une forme de croix latine, donc le croisillon sud et le croisillon nord de part et d'autre de cette abside romane, dans des proportions très équilibrées, très simples, très classiques, je dirais, pour l'art roman. Et au-dessus de la croisée des transepts, donc des deux croisillons et de l'abside, la tour du clocher du XIIe siècle qui s'élève sur une coupole romane classique, elle aussi, du XIIe siècle. Alors c'est ce dont nous parlions lorsque nous avons visité la collégiale de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, le clocher est sur le côté et il est posé sur une ogive. Et ici, on retrouve nos églises romanes de Charente avec le clocher en plein milieu, enfin en haut, qui touche le chœur et qui est sur de gros piliers et un dôme. Voilà, un dôme, une coupole demi-sphérique, caractéristique donc de l'art roman, avec bien sûr à côté les voûtes en plein cintre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette église, comme je le disais, le XIIe siècle se conjugue avec le XIe siècle. En effet, derrière ce crépi, un crépi relativement récent, 1900, il y a derrière un petit appareillage de pierre et non pas les gros blocs bien taillés du XIIe siècle. Lorsqu'on a affaire à un petit appareillage, on a affaire à des constructions de la première moitié du XIe siècle. Et c'est le cas ici à Marillac. Donc on a une église très ancienne, peu après l'an 1000, la construction déjà d'une première église romane qui a été agrandie, remaniée un siècle plus tard dans l'art roman classique. Quand vous dites petit appareillage, c'est qu'on prend des pierres des champs et on les assemble. Absolument. Souvent même, on fait deux murs avec ces petites pierres parallèles et entre les deux, on met de la terre, donc du blocage. Et cela donne donc les murs tels qu'on les construisait jusque dans les années 1070. C'est après 1070 qu'on en arrive ici aux gros blocs de pierre bien taillés pour faire les murs. Alors justement, on se retrouve devant la façade qui est une façade mûre. On pourrait croire que derrière il y a une terrasse tout à fait en haut alors que c'est le toit en tuiles de l'église qui protège la voûte. Mais parlez-nous de cette façade qui est à la fois massive et malgré tout assez légère. Oui, et c'est le style du roman angoumoisin assez typique. L'arc en quasi plein cintre
assez lourd, assez massif, avec les colonnes latérales qui ouvrent sur la porte centrale pour entrer dans la nef, relativement petit, hein, relativement étroit, et ces 3 voussures du portail, eh bien, se terminent par un très beau lierne qui est sculpté avec, vous voyez, des motifs un peu végétaux, et au-dessus, une fenêtre assez large, assez massive, avec là encore les colonnes latérales, en plein cintre, avec des pointes de diamant au sommet, qui permet d'éclairer cette façade occidentale, qui est encadrée par des espèces de faux contreforts, de faux pilastres, à gauche, donc au nord, et 2 au sud. Au sud, ça lui donne une certaine structure et une certaine harmonie, ce qui est intéressant puisqu'on a une façade harmonieuse, façade donc de l'église Saint-Didier de Marillac. Voilà, et juste à côté de l'entrée de l'église, on a le petit château de Marillac. Vraiment, le bourg de Marillac est petit, vaut le détour, et on peut féliciter cette commune d'être aussi bien entretenue. Alors, nous pénétrons dans la nef de cette église qui a été récemment recrépie, qui est un peu beige, et la voûte n'est pas une voûte en pierre, mais une voûte en lamelles de bois. Oui, nous sommes bien sûr ici confrontés aux âges, aux destructions successives, guerre de 100 ans, guerre de religion, donc reconstruction avec une simple voûte de bois, vraisemblablement ici 19e siècle, mais lorsque l'on est dans la partie orientale, c'est-à-dire à l'est, le chœur, là on retrouve les voûtes en pierre, en plein cintre du XIIe siècle dont je parlais tout à l'heure. Alors ça veut dire qu'on passe, alors il y a une jolie chaire aussi qui a été conservée en bois du 19e, un chemin de croix assez récent, et là on va passer dans un autre monde, c'est presque l'iconostase, puisque après la table de communion, c'est-à-dire la petite barrière qui sépare la nef du chœur et sous ce clocher dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, on arrive dans un endroit beaucoup plus travaillé, sculpté, où la lumière, par les vitraux, sous la coupole, nous donne un aspect presque byzantin. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Non, effectivement, ces coupoles romanes en plein cintre. Alors on voit bien ici, on passe du plan carré au plan circulaire. C'est le monde créé, hein, le carré à la base, et le monde céleste, la coupole circulaire, effectivement de style byzantin, hein. On retrouve en modèle réduit Saint-Marc de Venise, Constantinople, les grandes coupoles du 5e siècle de cette région du monde, qui arrivent en Angoumois, notamment à la cathédrale d'Angoulême, et qui donnent eh bien, une impulsion à toutes ces petites églises au milieu du XIIe siècle qui s'inspirent de ces coupoles romano-byzantines. Alors, elles sont sur pendentifs. Ces pendentifs, c'est 4 parties, enfin un peu de triangle, qui permettent de passer du plan carré au plan circulaire dans la maçonnerie de l'édifice, dans l'élévation. Alors, si on pénètre dans ce qui est le cœur aujourd'hui, en fait, on a mis un autel pour la célébration de la messe aujourd'hui sous cette coupole. Il faut l'imaginer, évidemment, dans l'ancien rite, il n'y avait pas d'autel ici au milieu, mais simplement cet autel que l'on trouve rétable du 19e siècle dans le chœur, au fond de l'église, avec un vitrail du Sacré-Cœur, vraisemblablement du 19e siècle également. Oui, et ce qui est un peu admirable ici, c'est cette espèce de faux marbre qui a été ajouté, je ne sais pas trop quand, peut-être 18e, peut-être début 19e, qui vient recouvrir cette abside romane et qui donne un petit peu une tonalité un peu patinée, ancienne, dans les tons soit bleus, soit un peu roses, à l'ensemble de ce lieu qui lui donne un air un peu plus priant. Les pierres parlent d'une façon plus douce,
plus, je ne sais pas, une certaine sérénité qui s'en dégage. Il y a moins la rigueur de la pierre brute. Donc ce sont on pourrait dire des fresques anciennes qui ont été mises à jour et qui sont là, bien présentes et qui donnent cette belle harmonie et ce côté doux et coloré dont vous parliez. Et puis de chaque côté, deux chapelles, puisque vous le disiez également, l'église est en forme de croix latine. Voilà, et celles-ci sont remaniées au XIXe siècle, on le voit. Alors effectivement, ces 4 piliers qui portent le clocher, qui portent cette coupole dont on parlait tout à l'heure, eh bien, donnent aussi au centre un caractère robuste à l'église. Et on passe, alors vous parliez d'iconostase, effectivement, puisqu'il faut passer pour entrer dans le chœur au milieu de ces 2 piliers, ceux qui sont occidentaux, à l'ouest, mais aussi on peut passer dessous pour aller dans chaque chapelle latérale des croisillons nord et sud du plan en forme de croix latine. Eh bien voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel sur cette église de Marillac. Et maintenant, nous allons encore faire un bond dans le temps, tout près d'ici, en nous rendant à Ivrac et Maléran, notamment la chapelle templière de Maléran. Exactement, à côté des Tuileries, dans les terres rouges, nous allons trouver au milieu des collines et des prés avec les vaches, les bovins, on va trouver une petite chapelle templière. Alors, avant d'arriver au pied de l'église au pied de laquelle nous nous trouvons à Maléran, nous sommes passés par Ivrac. Nous avons suivi un peu votre guide. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces terres rouges et d'Ivrac en particulier? Eh bien, à Ivrac, justement, le sol rouge donne une coloration particulière aux bâtiments, que ce soit les vieilles fermes du XVIIIe siècle, que ce soit aussi l'église, dans les jointures, dans les liens qui sont utilisés pour tenir les pierres entre elles. Et cette petite église d'Ivrac, donc aujourd'hui associée à Maléran, eh bien, une petite église romane a tout à fait aussi son charme pour découvrir une partie géologique qui est déjà très différente de La Rochefoucauld. Pourtant, nous sommes distants que de 5 km à peu près. Et là, nous sommes vraiment tournés vers l'est, vers le massif central et le massif de l'Arbre qui appartient donc à l'ensemble géologique du massif central. Et déjà, ici, les terres sont vallonnées. C'est tourné vers l'élevage. C'est l'élevage qui est la composante majoritaire de cette commune et de ses alentours, de cette chapelle qui, donc, n'est plus l'église d'Ivrac, même si c'est aujourd'hui la même commune, et c'est la chapelle des Templiers de Maléran, qui était bien distincte jusqu'à la Révolution de l'église d'Ivrac, qui est distante à peu près de 3 km de cette chapelle. Alors nous sommes sur le flanc d'un vallon. Ici, on a un paysage, ce que vous disiez, ça change complètement autour de La Rochefoucauld, très très vallonné. Déjà un peu le Limousin, la Dordogne. Nous sommes sous les tilleuls dans cette allée un peu majestueusement rurale, où nous sommes devant cette église templière, si particulière comme celle de Cressac par exemple. Alors les Templiers ici et cette église-là, oui, alors les Templiers, c'est une multinationale au Moyen-Âge. C'est créé au début du XIe siècle pour pouvoir distinguer les chemins de pèlerinage pour aller à Jérusalem, pour les croisades. Nous sommes à l'époque des croisades, début XIIe siècle, et depuis l'Occident, donc depuis nos régions de l'ouest de la France, eh bien, on installe des camps presque de Templiers, de moines soldats, pour se préparer au combat, pour aller délivrer les lieux saints. Et c'est une préparation à la fois physique, militaire et spirituelle et religieuse. Donc ce sont des moines soldats, et on estime à peu près à 20-25 commanderies, puisqu'ils s'organisent en commanderies de Templiers dans l'actuel département de la Charente, dont on a des témoignages, des vestiges. Et ici, à Maléran, eh bien, c'est plus que des vestiges, c'est la chapelle, même si la commanderie, alors on peut s'imaginer au pied de cette chapelle des bâtiments donc de vie de ces moines soldats et de prière pour ces moines soldats et d'entraînement pour ces moines soldats qui aujourd'hui, eux, n'existent plus. Un petit peu comme à côté de Blanzac, à la chapelle de Cressac, bien connue pour ses fresques du XIIe siècle. Alors on va s'avancer vers cette église pour parler de l'architecture qui est toujours la même, qu'on retrouve d'ailleurs à Cressac, relativement
simple, efficace. Et quelles sont ses caractéristiques justement, pour nous le rappeler, Père Laurent Morin, de cette église templière devant laquelle nous nous trouvons? C'est un rectangle relativement sobre, avec donc, on l'a vu, une façade ouverte par un porche avec de très belles colonnes romanes, hein, puisque le bâtiment est du XIIe siècle, vraisemblablement milieu, voire deuxième moitié du XIIe siècle. Et donc ces colonnes portent une voûte à 3 voussures, qui ouvre donc sur une nef simple, sans bas-côté, sans chapelle, avec juste le chevet, le mur du chœur, donc, qui est ouvert par 3 fenêtres que l'on appelle un triplet, qui ouvre donc sur le mur est, à l'Orient, au soleil levant, direction Jérusalem, par ces 3 fenêtres, 3 vitraux, qui donnent une atmosphère très, très paisible, très chaleureuse aussi à l'intérieur de cette église. Alors, pour dire, c'est donc un mur plat, ouvert, avec 3 vitraux. Voilà, c'est ce que l'on appelle le triplet, caractéristique des églises ou chapelles templières. Alors, quand on est devant l'entrée, comme nous étions tout à l'heure à Marillac, finalement, le porche d'entrée, avec ses 3 voussures et puis son élégante dentelle au-dessus, de ce clocher-mur terminé bien sûr par la cloche tout à fait en haut, et la petite fenêtre juste au-dessus de cette entrée, ça ressemble parfaitement à cette église de Marillac et à de nombreuses églises romanes. Absolument. Nous sommes distants de 2 kilomètres de l'église de Marillac que nous venons de visiter dans cette émission. Et on a quasiment les mêmes caractéristiques pour la façade romane, avec la corniche, avec la fenêtre unique en plein cintre, avec ses colonnes, avec la porte d'entrée principale au centre de ce mur occidental, avec ses colonnes romanes, ses chapiteaux, un petit ange même ici qui vient dominer la colonne centrale de cette entrée, des feuilles d'acanthe, une végétation, quelques floritures. Oh, c'est très sobre, hein. Ça reste quand même l'essentiel ici, c'est quand même la préparation physique et spirituelle, encore une fois, pour le combat, et éventuellement d'accueillir des pèlerins qui se rendent soit à Compostelle, soit à Rome, soit en Terre Sainte. Alors nous faisons le tour de l'église. L'intérieur de l'église est également efficace, simple, rectangle, les grandes fenêtres au fond, l'autel, quelques statues, une atmosphère douce et paisible comme vous disiez. Et là on est en train de faire le tour où on retrouve, comme un peu à Marillac sur la façade, des sortes de contreforts qui tiennent cette... Alors là, avec un appareillage de pierre, on n'est plus dans les petites pierres de champ, on est dans des gros blocs qui font la force et la position de cette église, et pourtant on est à la même époque. Et non, nous sommes justement un siècle après. Ah oui, un siècle Les après, petites c'est ça, pierres, ce que vous disiez. c'est le XIe siècle. Et là, nous sommes au XIIe siècle. Et on extrait donc des carrières de pierre, des gros blocs que l'on taille, que les tailleurs de pierre donc, taillent de façon très régulière pour tenir d'une façon harmonieuse et on va dire plus solide les voûtes, puisque ces gros blocs permettent la construction de voûtes en pierre, ce que les petits appareillages de pierre du XIe siècle ne permettaient pas. Donc on a effectivement derrière ces murs de pierre bien taillés du XIIe, eh bien, les voûtes qui permettent de tenir l'ensemble de l'édifice. Donc là, on passe au chevet à l'arrière de l'église. On est en train de faire le tour. On est à l'arrière de ces 3 grandes baies vitrées qui éclairent le chœur tourné vers Jérusalem. Ce ne sont pas des vitraux, ce sont des vitres qui ont été remplacées. Et ici, il n'y a pas de vitraux, mais qui donnent cet éclairage assez doux finalement à l'intérieur de l'église. Oui, et en harmonie avec les paysages des alentours, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut en reparler, ces fameuses terres rouges qui ont donné aussi très longtemps pour les villageois ici du travail, puisque c'était les tuileries, hein, ces carrières d'argile, et on a des vestiges tout autour de Maléran où nous sommes, avec des tuileries qui étaient une économie assez prospère encore au XIXe siècle, voire même au début du XXe siècle, et il y avait même des petites voies de chemin de fer qui permettaient donc de se rendre à La Rochefoucauld, puis à Angoulême, etc., pour exporter ces tuiles qui étaient fabriquées ici.
Alors voilà, j'allais dire que la tuile est le clou de notre émission, si je puis dire. Merci Père Laurent de Morin de cette balade, notamment à travers votre livre de randonnée, pour quand la beauté nous rapproche de Dieu, toutes ces belles églises, simples, discrètes, mais pour celles-ci efficaces avec les Templiers. Nous sommes ravis que vous nous ayez suivis au cours de ces émissions et nous vous disons à bientôt pour une autre émission de Quand la beauté nous parle de Dieu.